Bon, alors bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus. Donc j'ai appelé cette conférence, j'ai appelé cette intervention Jeunes musulmans de France, une menace ? Point d'interrogation. Petite discussion islamo-gauchiste, entre guillemets, du séparatisme. En guise d'intro, je vais donner quelques précisions. Vous dire un peu qui je suis et ce qui m'autorise selon moi à parler. Je ne suis pas toujours d'accord d'ailleurs sur ces aspects, mais mettons ce soir oui. Je vais vous parler un petit peu aussi de l'islamo-gauchisme, pourquoi j'ai repris ce terme entre guillemets, un peu comme un pied de nez, un peu agacé aussi quand même très agacé. Aussi du séparatisme. Voilà, donc ça, je vais introduire mon propos et l'idée c'est effectivement de discuter la réalité de ce terme, on va dire, de séparatisme, qui est un terme qui n'est pas seulement un terme politique, qui a plutôt remplacé celui de communautarisme, en tout cas dans les dernières prises de position politiques, et notamment le discours de Macron de 2020 qui annonçait un débat sur la laïcité. Ce n'est pas seulement un terme qui est présent dans le monde politique, c'est un terme aussi qui est présent dans le monde académique et dans les sciences sociales, notamment. Donc j'essaierai d'avoir une discussion non pas politique d'ailleurs, mais académique, c'est-à-dire de vous montrer comment on peut, à mon sens, comment on doit, plus exactement, à mon sens, prendre un peu de distance par rapport à ce terme-là et comment les travaux empiriques en sciences sociales permettent de discuter un peu cette notion. Et donc si je dis ça, vous comprenez bien que dans le monde académique lui-même, du coup, à l'université, il y a des travaux qui plutôt défendent cette thèse du séparatisme, donc je vais dire ce qu'il en est, et puis d'autres qui sont plutôt les travaux que j'aime, en tout cas c'est ce que je fais, c'est les résultats que je trouve, qui considèrent que cette thèse est assez alarmiste et même très toxique finalement. Voilà. Alors, ce qui m'autorise à avoir cette discussion avec vous d'un point de vue universitaire, c'est le fait que je suis universitaire et que je suis sociologue et que je travaille ici, d'ailleurs, dans cette fac, depuis 2013 en fait. Alors, c'est pas inintéressant de dire 2013 parce que c'était avant les attentats les plus meurtriers en France. Je travaille depuis 2013 sur, on va dire, les jeunes musulmans, je dirais rigoristes, en fait. Donc ceux qui ont quand je dis jeunes, c'est 18-35 ans, quelque chose comme ça. Ceux qui ont une croyance très forte dans l'islam et un degré de pratique assez élevé. Ce n'est pas forcément une pratique de mosquée, puisqu'en islam, la fréquentation de la mosquée ne signifie pas forcément un degré élevé de pratique, comme on pourrait le dire pour des catholiques, par exemple. Ils ont un degré de pratique très élevé qui se manifeste par la prière quotidienne ou le désir fort de prier quotidiennement, même si certains disent qu'ils n'y arrivent pas toujours, par un mode de vie halal, j'y reviendrai. Donc un certain nombre d'interdits qui ne sont pas uniquement alimentaires, qui se manifestent aussi par un attrait pour le fondamentalisme, c'est-à-dire un désir de respecter au plus près les textes religieux sans forcément avoir une politique de compromis. Donc une façon de penser le texte et ses principes et ses dogmes comme atemporels. Et donc de se mettre au plus près, ce qui est le régime des salafistes aussi, donc d'être au plus près des salafs, des prophètes en fait, des amis du prophète, disciples du prophète, Mahomet, dans leur pratique. Ce qui peut créer un certain nombre de décalages parfois, en tout cas c'est comme ça que l'opinion publique le considère, entre ces régimes d'adhésion à des pratiques et puis l'évolution des sociétés.
Donc je travaille sur cet objet depuis 2013. Au départ, j'étais pas du tout intéressée par la religion. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a travaillé longtemps sur les grands ensembles et les habitants des grands ensembles, donc sur des populations issues d'immigration, plutôt sur des populations d'origine maghrébine, sans faire de la religion quelque chose de particulier dans mes recherches. Alors c'est aussi intéressant de préciser ça parce que, en fait, quand je commence à travailler en 2013, j'ai envie de travailler avec ma collègue Laetitia, avec qui on a signé un bouquin collectif dont je vous parlerai peut-être, enfin, avec qui on a coordonné le bouquin, pour être plus juste. Quand je commence à travailler avec Laetitia, en fait, notre envie, c'est de nous intéresser aux personnes algériennes ou franco-algériennes, toutes générations confondues. Laetitia travaillant sur la mémoire et la gestion des conflits et de la mémoire des conflits. Et moi, étant intéressée par les populations issues de l'immigration et ayant, dans les derniers entretiens que j'ai faits, dans les années donc 2000, le sentiment que, quelque part, la présentation de soi fait une place plus que quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire au milieu des années 90, fait une place plus à la religiosité. J'ai l'impression que notamment les jeunes gens que je rencontre, c'est un ingrédient de la définition d'eux-mêmes qu'on trouve dans les entretiens. Moi, je suis une sociologue qui travaille qualitativement, donc je fais des entretiens enregistrés, je ne fais pas de stats, je ne sais pas faire, je ne fais pas de quanti. Donc ces entretiens longs, avec des trajectoires de vie qui me sont racontées. Et dans ces trajectoires, moi, je trouvais que l'aspect religieux était plus présent. Mais encore une fois, je me disais, bon, c'est peut-être un artefact d'enquête, c'est peut-être des aléas, et donc j'y allais sans forcément avoir fait entrer. Alors de fait, ce dont on s'est très vite rendu compte avec Laetitia, c'est que dans notre échantillon, je dirais intergénérationnel, de gens voilà, qui avaient en tout cas une histoire avec l'Algérie, qui étaient parfois des gens qui avaient migré eux-mêmes adultes, d'autres qui étaient des enfants d'Algériens en France, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans notre échantillon, il y avait une partition très nette entre les gens les plus âgés, donc au-delà de cette mi-trentaine, là, pour qui la religiosité était peu présente dans la manière dont ils définissaient leur mode de vie, leur identité, leur rapport à la France, et la partie la plus jeune de notre échantillon, pour lesquels, au contraire, cette réflexion autour de son identité religieuse et de ce que ça signifiait aussi dans le rapport à la France était particulièrement présente. La distinction était notamment extrêmement facile à faire chez les femmes, pour lesquelles, en ce qui concernait les femmes, je dirais d'une quarantaine d'années et au-delà, le propos était souvent de dire à quel point elles avaient considéré que la religion était quelque chose dont elles devaient éventuellement se défaire. Elles avaient une façon de raconter leur trajectoire d'émancipation par rapport à la communauté musulmane ou par rapport à leur famille, qui était une façon dans laquelle apparaissait pas mal de reconnaissance à l'égard de l'école publique française. Et ce profil de femmes qui racontaient leur intégration en France, parfois contre, je caricature, hein, mais parfois en tout cas en prenant certaines distances avec leur communauté d'origine, je mets des guillemets là, il était très différent du profil des jeunes femmes que l'on rencontrait, qui elles revendiquaient au contraire une religiosité plus forte et surtout qui revendiquaient une identité construite à partir de la religion et des modes d'émancipation ou de libération, y compris à l'égard de leur propre communauté, qui passaient par le religieux. Je vais revenir là-dessus, mais voilà, ça nous a intéressés. Donc, initialement, on a décidé de travailler, vraiment de continuer le travail sur ces jeunes générations, en fait, alors, femmes et hommes, hein, mais en ayant en tête voilà, un peu ce clivage dans l'échantillon. Bon, les attentats sont arrivés, ce qui a aussi produit des choses sur l'enquête, et notamment produit des réactions chez les personnes qu'on interrogeait sur les amalgames dont elles se sentaient les victimes entre, voilà, on va dire islamisme et islam, violence terroriste et potentialité de radicalité chez les musulmans, etc. Ça a produit aussi beaucoup de choses de réflexion sur la laïcité, telle qu'elle était
pensée par la France à leurs yeux, beaucoup de réflexion critique. Voilà, donc ça a joué un rôle dont je reparlerai peut-être. Ce qui nous a intéressé avec Laetitia, au fond, c'est de comprendre quelles étaient les fonctions de la religiosité dont ces jeunes gens nous parlaient, en quoi ça a influencé leur rapport à la France, qu'est-ce qu'ils pensaient que la France faisait comme place à cette religiosité-là. Voilà, ce type de questions très exploratoires, mais dans un contexte où l'affirmation de la religion musulmane était de plus en plus forte. Alors j'en viens à la deuxième précision. Une chose est absolument certaine pour les sciences sociales, pour la démographie, de manière statistique d'ailleurs, c'est que, en effet, chez les jeunes générations, on va dire, même si ça ne veut pas dire grand-chose, de culture musulmane, qui héritent en tout cas de leurs parents ou de leurs grands-parents une croyance, sinon une pratique forte. Chez ces jeunes générations, et je vais parler en fait des générations maghrébines, donc juste pour situer mon propos, je connais très peu le terrain turc ou subsaharien, par exemple. Chez ces jeunes générations, une chose est sûre, la pratique de l'islam et la croyance revendiquée en islam a énormément augmenté au milieu des années 2000, à peu près. Voilà, fin des années 90, début, milieu des années 2000. Et notamment, elle a énormément augmenté chez des jeunes qui étaient les plus éloignés de l'héritage du religieux, qui sont les jeunes d'origine algérienne, chez qui le tournant a été vraiment massif. Alors, ce n'est pas la pratique du ramadan qui augmente, ce n'est pas là que c'est visible, parce que cette pratique, elle est suivie depuis très longtemps par les plus jeunes. Par contre, ce qui augmente beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, la pratique de la prière chez les plus jeunes, alors que cette pratique était non pas réservée à des générations plus anciennes, mais beaucoup plus fréquente chez les générations plus anciennes que chez les jeunes. Ce qui augmente, c'est aussi la revendication le fait de respecter un certain nombre d'interdits alimentaires, mais aussi en termes d'écoute de la musique, par exemple, profane. Ce qui augmente aussi, c'est la pratique du pèlerinage, qui était aussi là plutôt une pratique de vieux, comme disent les jeunes gens dans mes entretiens, et qui est de plus en plus suivie dans les lieux saints par des jeunes générations, vingtenaires, trentenaires, de classe moyenne. Et donc ça, c'est un fait, et c'est un fait qui est visible, parce que ce qui a augmenté aussi, c'est la volonté de rendre visible sa pratique et sa croyance, notamment par le port d'accessoires ou de vêtements chez les femmes en particulier. Donc forcément, il y a un effet un peu irruptif dans l'espace public qui remue l'opinion publique ou la question du politique, parce que jusqu'à présent, en France, ce qu'on avait constaté, c'est plutôt une diminution de la croyance chez les personnes issues d'immigration maghrébine, une diminution de la croyance et de la pratique religieuse. Et on avait considéré ça comme un indice d'intégration, en disant, ben voilà, ces gens arrivent de pays où parfois la religion est d'État, d'ailleurs, en tout cas la pratique religieuse est ultra majoritaire, elle va de soi, quasiment, mais la France est un pays sécularisé où la fonction du religieux et la fonction politique sont très séparées, et où, de toute façon, la revendication d'une croyance ou d'une pratique religieuse, notamment dans notre religion majoritaire, le catholicisme, a beaucoup diminué. Donc nous, on serait dans un pays à tendance sécularisation, de diminution de la pratique et de la croyance religieuse, et donc on considérait que, au fond, ces jeunes générations qui reproduisaient moins qu'auparavant la pratique de l'islam étaient des bons indicateurs, quelque part, que l'intégration marchait bien, puisqu'ils suivaient cette tendance. Voilà. Donc, les choses s'inversent, en fait, par rapport à ce diagnostic, on va dire ça comme ça, qui avait été fait, qui a été tenu jusqu'au milieu des années 90, qui était accompagné d'autres indicateurs d'intégration, alors que là, ils n'ont pas changé d'ailleurs, mais par exemple, la progression des mariages mixtes, des unions mixtes, voilà.
entre des enfants d'origine maghrébine notamment, et puis français de souche, on va bien les appeler, en tout cas pas d'origine maghrébine. Donc il y avait un certain nombre comme ça d'indicateurs qui faisaient qu'en 92 par exemple, il y a un ouvrage assez connu, spécialiste, pas un ouvrage grand public forcément, mais qui s'appelle j'en sais rien, je ne sais plus, c'est pas Faire France, quelque chose comme ça. C'est un ouvrage d'une démographe qui s'appelle Tribala et qui montre en fait, pour dégommer un certain nombre d'interprétations, je dirais à tendance raciste, quand même, en tout cas très apeurée ou très craintive, qui montre à quel point l'intégration de ces jeunes générations maghrébines, mais pas seulement, musulmanes, se fait bien au regard de la perte de l'identité religieuse et des mariages mixtes et aussi de l'ascension sociale par l'école, etc. Donc elle cherche à dégommer un certain nombre de stéréotypes, tout à fait raison d'ailleurs, sauf que 10 ans plus tard à peu près, en fait, sur le plan de la religion, les choses se sont un peu inversées. Donc, inquiétude, en fait, c'est-à-dire que si on pensait que la diminution des pratiques était un indice d'intégration, est-ce que ce qu'on voit réarriver, une augmentation de la pratique religieuse, serait l'indice inverse d'un manque d'intégration, voire d'une hostilité à la société française? Alors, encore une fois, le débat est d'autant plus prégnant que les affaires se multiplient sur... alors, il y en a plusieurs registres. Il y a les cantines scolaires, la proposition ou pas de faire des repas sans viande, par exemple. Il y a les blasphèmes, ce qu'on peut dire ou pas, caricaturer ou pas dans la presse. Et puis il y a bien sûr le vêtement, et notamment le port du voile. Donc, premières affaires 1989, voilà, et des chefs d'établissement qui excluent, qui s'interrogent sur ce qu'on doit faire dans l'établissement de jeunes filles qui portent le voile, des tenues très amples, et puis surtout qui demandent parfois demandent des traitements dérogatoires au regard du sport, par exemple. Qui souhaitent ne pas participer à certains cours de sport, des choses comme ça. Donc en 89, il a fallu attendre 2004 pour qu'une loi statue sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires ostensibles à l'école. Mais il y a eu on pourrait y revenir, mais il y a eu de manière récurrente ces choses jusqu'en 2004. Ensuite, 2010, c'est la loi d'interdiction du voile intégral dans l'espace public. 2016, une polémique sur le burkini, sur certaines plages. Alors, je dis sur certaines plages parce que certaines très minoritaires communes ont pris des arrêtés qui, de fait, interdisent. C'est pas le burkini qui est interdit en soi, mais on pourra revenir sur le texte si vous voulez. En tout cas, voilà, ces arrêtés seront cassés par la haute juridiction française. Bon, donc notre histoire récente est émaillée en fait d'affaires qui montrent l'inquiétude par rapport à cette visibilité plus affirmée de l'islam. On va revenir là-dessus. Troisième petite précision, l'islamo-gauchisme. Et pourquoi reprendre ce terme de manière clairement un peu agacée, je dirais. Alors, quel est le contexte ? Je ne vais pas déformer le propos, donc là je vais reprendre mes papiers. En février 2021, Frédérique Vidal, qui est notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est interviewée sur CNews et elle parle d'un islamo-gauchisme qui gangrènerait la société. S'il gangrène la société, forcément, comme l'université est poreuse, c'est son raisonnement, il gangrène la société. Et elle évoque des universitaires qui profitent de leur titre et de leur aura, c'est optimiste, pour diffuser des idées militantes et radicales. Et donc, elle demande qu'une enquête soit faite par le CNRS
Centre national de la recherche scientifique, auquel appartiennent quasiment tous les laboratoires en fait, universitaires. Et voilà, il réitérera ses propos dans le journal du dimanche quelques jours plus tard. Alors, c'est un terme sur lequel il faut s'arrêter quand même 2 petites minutes. D'abord, c'est un terme qui est relativement ancien. Alors, il apparaît de fait avant les années 2000 dans les milieux d'extrême droite et dans la presse d'extrême droite. Mais il a aussi une apparition plus, j'allais dire, plus noble. En tout cas, plus académique, chez un historien, un philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Taguieff, et qui, en 2002, dans la Nouvelle Judéophobie, qui est un de ses ouvrages, écrit qu'un certain tiers-mondisme gauchiste se retrouve côte à côte dans les mobilisations pro-palestiniennes notamment, avec divers courants islamistes. Et c'est lui qui va employer cette expression d'islamo-gauchisme. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que Taguieff, après la sortie de Frédéric Vidal, a publié, j'ai oublié dans quel journal, une tribune dans laquelle il dit que islamismo-gauchiste était moins facile à prononcer, mais plus proche de ce qu'il voulait dire, parce qu'il regrette l'amalgame qui est fait entre islam et islamisme. Voilà. Donc, ce qui apparaît en 2002 chez Taguieff, c'est l'idée d'une connivence, mais ça c'est déjà assez péjoratif, mais en tout cas d'une affinité de pensée entre des intellectuels de gauche et des militants de la cause palestinienne. Et cette vision, je veux dire ce constat, cette vision, on va dire, le constat n'est pas forcément étayé empiriquement, mais cette vision, elle est élargie 1 an plus tard, lorsque Tariq Ramadan est invité à un forum social à Saint-Denis, je crois. Donc, là aussi, ce terme est à nouveau utilisé pour dire qu'il y a une collusion de pensée entre l'altermondialisme et une pensée anticapitaliste de manière générale, anti-globalisation capitaliste, et puis des islamistes, puisque Tariq Ramadan est un personnage qui est taxé d'islamisme. Je ne rentre pas dans cette discussion, mais on pourra éventuellement la voir. 2004, la loi contre le foulard à l'école, les défenseurs de la loi emploient également ce terme, en disant que ceux qui seraient contre, en fait, seraient des islamo-gauchistes. Donc le terme commence à arriver dans l'espace politique, public, il est ressorti, non pas avec Frédéric Vidal, mais un peu avant, je dirais 4-5 mois avant, chez le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, et puis aussi chez Emmanuel Macron, pas exactement comme ça, mais je vais vous lire une petite partie du discours qu'il avait prononcé, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, chez Blanquer, c'est assez intéressant. En fait, le contexte est celui du meurtre de Samuel Paty. Et une semaine après, Blanquer s'exprime à la radio et dit, sur Europe 1, on doit être attentif aux petits faits de notre vie collective. Moi, je pense surtout aux complicités intellectuelles du terrorisme. Notre société a été beaucoup trop perméable à ces courants de pensée. Il poursuit, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand l'UNEF cède à ce type de choses. C'est une candidate aux instances de l'UNEF qui était voilée. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont de ce courant-là et s'affichent comme tels. Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire. Alors, toujours dans son style très fleuri. Le poisson pourri par la tête, ce sont des idées qui souvent viennent d'ailleurs d'un modèle de société qui n'est pas le nôtre,
Nous avons un modèle républicain, universaliste. Ce que je souhaite après le drame que nous venons de vivre, donc le meurtre de Samuel Paty, c'est que l'on arrête de se tortiller. Je parle du débat public face aux problèmes. Je serai d'une très grande fermeté face à tous ceux qui aujourd'hui, en se croyant progressistes, en réalité font le lit d'une forme de tolérance à la radicalité. C'est inacceptable et cela mène au pire. Donc ça, c'est le 22 octobre. Et 3 semaines auparavant, donc discours du 2 octobre 2020, donc ce discours qui annonçait un projet de loi renforçant le cadre laïque, dans ce discours, Emmanuel Macron, c'est un discours très long, dont je vous lirai un ou deux autres extraits sur le séparatisme, puisqu'il le définit bien du point de vue du président de la République. Dans ce discours, il y a un paragraphe qui s'intéresse à la façon dont les études universitaires relativisent le poids de la menace islamique violente en Occident. Et pourquoi les études universitaires en France seraient amenées à relativiser ce danger ou ce poids? C'est parce qu'elles seraient parasitées par, je cite, d'autres traditions universitaires, en particulier anglo-saxonnes. Et Emmanuel Macron fustige l'affaiblissement d'échanges intellectuels qui seraient éloignés, je le cite, de la controverse académique et scientifique pour sombrer, je le cite encore, dans des débats idéologiques et exclusivement politiques. Donc je dis ça pour dire que la sortie de Frédérique Vidal, en fait, elle s'inscrit dans un contexte où, au plus haut niveau, cette dénonciation d'une collusion de pensée entre le monde universitaire et l'islamisme, quelque part, est déjà là. Donc c'est pour dire que c'est moins une sortie qu'une vision politique. Voilà, et que du coup c'est important de ne pas considérer que Frédérique Vidal est particulièrement crétine, ou je sais pas comment dire ça, ou voilà, elle reflète une idéologie ou une pensée qui est de manière importante, partagée dans le monde politique. Alors, il y a eu des réactions très virulentes du CNRS. Il y a eu des pétitions, il y a eu des tribunes dans la presse, et il y a eu la réaction, je pense, qui était la moins attendue, c'est celle de la conférence des présidents d'université, la CPU, qui est quand même une instance relativement zélée, normalement, à l'égard des ministères, l'enseignement supérieur et de la recherche, et voilà, qui s'est vraiment déclaré tout à fait choqué par l'emploi de ce terme d'islamo-gauchiste. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter sur l'acception que peut avoir ce terme, 2 petites secondes, parce que ça nous amène à parler du séparatisme, dont je vais parler pour ne pas rester dans ce type de polémique. Juste un petit mot quand même, ce qui est quand même inquiétant, c'est que là, le politique, en demandant finalement à la plus haute instance de la recherche scientifique en France, le CNRS, de signaler des travaux islamo-gauchistes, de faire l'inventaire des travaux académiques et de signaler des travaux islamo-gauchistes, on est quand même dans un registre où le politique se donne pour légitimité et pour mission de distinguer ce qui serait de la vraie science et de la fausse science. Il n'y a pas pire comme accusation que de dire à un scientifique vous faites de l'idéologie et pas de la science. Donc, bon, voilà, c'est juste pour avoir en tête un registre quand même un peu inquiétant, qui est de séparer le bon grain de livret, sur quels critères, en fonction de quoi. Juste pour dire que ça relève quand même de quelque chose qui est assez grave, à mon sens. Pour ne pas aller toujours dans le même sens, lorsqu'il y a eu des critiques de la théorie du genre, elles ne venaient pas forcément du monde politique, elles venaient de champs associatifs notamment, qualifiés de réactionnaires ou conservateurs ou d'intégrisme divers, et notamment religieux. C'est la même chose, c'est de laisser penser qu'au fond, la discussion académique est une discussion idéologique. Quand on parle du genre en sciences sociales, on veut juste dire que
nos attributs sexuels ne définissent pas absolument ce qu'on est dans notre rôle social. Et que être un homme ou une femme, c'est pas simplement physiologique, c'est quelque chose qui est aussi construit par notre environnement social, nos modèles culturels, l'endroit et le lieu et le temps où l'on vit, etc. Bon, c'est juste ça, il n'y a pas de prise de position sur ce que doit être un homme, ce que doit être une femme, s'il faut abolir absolument les identités de genre, c'est pas du tout ça dont il retourne en sciences sociales. La discussion avait eu pour objet de dire, mais alors on détruit les essences, l'essence des hommes, des femmes. Donc ce que je veux dire, c'est que cette confusion en fait entre des registres d'idéologie et des registres d'études universitaires, elle ne relève pas simplement de Macron, Vidal, Blanquer, pour leur jeter spécialement l'anathème, c'est qu'elle est aussi parfois dans l'opinion publique décrite comme telle. Alors, islamo-gauchisme, en fait, ça voudrait dire deux choses possibles. La première, mais on va peut-être passer assez vite sur cette première signification, c'est celle que donne Blanquer, finalement. C'est-à-dire une connivence des intellectuels avec le terrorisme. Donc ça veut dire que finalement il y a une complaisance, voire un accord avec la violence se revendiquant de l'islam. Donc il parle de complicité intellectuelle. Alors pour le coup, moi je n'ai lu aucun travaux universitaire qui légitime la violence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et islamiste non plus. Et j'ai jamais rencontré... parce que je ne travaillais pas sur des jeunes gens djihadistes, je n'ai jamais rencontré non plus de légitimation de la violence chez les jeunes musulmans rigoristes que j'ai interviewés, et mes collègues non plus, en l'occurrence. Et le djihadisme a concerné au plus fort, en 2014-2015, à peu près 2000 jeunes Français et Françaises partis combattre, et un peu plus si on considère... les liens entre les combattants à l'étranger et des associations, des collectifs de soutien, on va dire, en France. Alors c'est à la fois beaucoup, mais c'est pas assez pour parler d'une légitimation qui serait très importante dans nos sociétés de cette violence-là. Donc on peut peut-être passer sur cette première acception qui est, en tout cas de manière empirique, qui ne correspond à rien. Tout à fait, qui n'a pas de fondement. Voilà. Après, il y a une deuxième signification qui est la plus habituelle, celle qui est la plus usuelle, même si elle n'est pas toujours explicitée en fait dans les discours, qui est de dire, au fond, on serait non pas, en accord idéologique avec la violence, mais on serait naïf. On serait naïf devant un islam qui s'affirme de plus en plus publiquement, dont la pratique croît, en effet, chez les jeunes générations de culture musulmane. On ne verrait pas les dérives de cet islam, les dérives fondamentalistes de cet islam qui menaceraient nos sociétés tolérantes, libérées. On ne verrait pas les potentialités de violence qu'il y a dans cet islam, rigoriste, fondamentaliste. Et donc, finalement, on refuserait de s'inquiéter de quelque chose dont il faut s'inquiéter, qui serait ce séparatisme, ce clivage dans nos sociétés. Donc, dans l'islamo-gauchisme, je pense que c'est cette signification-là qu'il faut retenir, parce qu'elle est, c'est ce qui me dit le mieux, je crois, le sentiment de menace qu'on peut avoir dans l'opinion publique, et que le monde politique relaie, porte ou alimente, en ce qui me concerne, je trouve, de manière toxique et de manière de manière infondée par rapport à ce que montrent les sciences sociales. C'est ça dont j'avais envie de parler, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ce terme et comment on peut éventuellement le discuter. Donc, dernière précision, le séparatisme, qu'est-ce que c'est ? Donc là, je vais citer à nouveau brièvement ce discours d'Emmanuel Macron d'octobre 2020. Ce à quoi nous devons... Alors, je le reproduis de manière très petite, donc je ne vais pas...
être très à l'aise. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement et par celui-ci la négation de nos principes, l'égalité entre les hommes et les femmes, la dignité humaine. Je saute 4 lignes. Il y a dans cet islamisme radical, puisque c'est là le cœur du sujet, abordons-le et nommons-le, une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d'autres valeurs, développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet celui-ci. Et c'est ce qui fait qu'on en vient ainsi progressivement à rejeter la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit au blasphème. Je saute à nouveau. Force est de constater qu'il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République, qui conduit à banaliser la violence et qui conduit certains de nos citoyens, de nos enfants, à choisir le pire ou à considérer que le pire était devenu naturel et donc à créer des conditions de dérive politique, mais aussi de dérive violente, celle du terrorisme. Voilà, donc il y a, je ne sais pas s'il faut commenter, c'est assez clair, ça a le mérite d'être assez didactique. Donc le projet, d'une part, par une partie de la population, pas toujours, enfin si, elle est nommée, l'islamisme radical, même si on peut beaucoup discuter ce terme, et on discutera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a donc la désignation de deux dangers. Le premier, c'est la violence. Voilà. Et le deuxième, c'est, même s'il n'y a pas forcément violence, le fait d'avoir le projet d'installer une société rétrograde en matière de libertés individuelles. Et on peut évidemment qualifier l'État islamique, le projet d'État islamique par Daesh, de société rétrograde. On est d'accord. La question, c'est est-ce que la France est menacée par cette volonté d'instaurer une contre-société islamique, voire un État islamique? C'est ça qui m'intéresse de discuter. Donc cette analyse, là je l'ai présentée dans le monde politique à travers le discours d'Emmanuel Macron, mais c'est une analyse qui a aussi ses soutiens académiques, et c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs, hein. C'est plutôt parce que certains travaux académiques, notamment celui d'un islamologue, enfin non, il n'est pas islamologue, il est spécialiste de l'islam, il ne travaille pas forcément sur les textes, mais sur la construction d'un militantisme politique à partir de l'islam. Je parle de Gilles Kepel, qui est, peut-être vous connaissez parce qu'il a eu aussi des chroniques sur France Culture, notamment, quelques années. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est plutôt que certains travaux académiques ont une audience importante dans le monde politique. Et en tout cas, moi, quand je lis le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, je reconnais presque des formules, en quelque sorte, voilà, notamment de Gilles Kepel. Donc, dans le monde académique, il y a aussi parfois ce constat, alors je discuterai, moi, les étés empiriques, les soutiens empiriques de ce constat, mais en tout cas, cette vision d'un séparatisme, et notamment en 2016, donc c'est pas très vieux, un rapport de l'Institut Montaigne qui sort et qui parle, alors c'est pas le terme de séparatisme qui est employé, c'est le terme de sécession. Dans ce rapport, en fait, le propos est de s'interroger sur les valeurs et les relations à la France qu'ont des musulmans en France.
Donc c'est une enquête statistique qui a été menée sur 1 millier de personnes qui se revendiquent, qui se décrivent, qui s'auto-décrivent comme croyantes et ou pratiquantes musulmanes, et à qui sont posés un feu nourri de questions. Et alors, je vais juste dire un élément de conclusion qui moi, m'intéresse par rapport à cette question du séparatisme. Dans le rapport est établi, c'est un doctorant de Gilles Kepel, Antoine Jardin, qui a fait cette enquête, qui en a écrit le rapport, est établi on va dire une catégorisation en 3 groupes de l'ensemble des personnes qui ont été interrogées. Donc on nous décrit, je vais vite, mais on nous décrit on va dire une première moitié de l'échantillon des personnes qui sont considérées comme intégrées, étant d'accord au fond avec les valeurs qui feraient notre République, et donc on va dire assimilées, pour employer un terme que la République aime bien, ou aimait bien en tout cas. Puis 25% de personnes qui seraient un peu moins assimilées ou moins intégrées, peut-être un peu plus critiques par rapport aux valeurs. Et puis enfin, un dernier quart de l'échantillon qui serait clairement hostile, et que ce dernier quart de personnes, qu'on peut considérer comme un taux important quand même dans une population, est qualifié par Antoine Jardin, par les auteurs, de sécessionnistes. Alors je vous lis. Dernier groupe, le plus problématique, qui regroupe environ 25% des musulmans de France, avec parmi eux beaucoup de jeunes peu qualifiés, peu insérés dans l'emploi, qui vivent dans des quartiers populaires périphériques des grandes agglomérations à forte densité d'immigrés. On voit à peu près. Ce groupe ne se définit plus par son conservatisme, mais par l'utilisation qu'il fait de l'islam afin de mener une véritable rébellion idéologique vis-à-vis du reste de la société française, tant ses valeurs et ses comportements sont opposés à la norme et aux habitus communs. Alors, si on dit aux sociologues normes et habitus communs comme si c'était magique déjà, c'est pas terrible, mais voilà. Donc des valeurs très différentes d'une communauté de valeurs républicaine, française, et une volonté d'en découdre, puisqu'est employé le terme de rébellion. Voilà. Donc ça, c'est 2016. Depuis, il y a eu d'autres travaux. Je vous en donne les titres. Alors, Gilles Kepel, Terreur dans l'Hexagone. Bernard Rougier, Les territoires conquis de l'islamisme. Hugo Micheron, Le djihadisme français. Olivier Galland et Anne Muxel, La tentation radicale. Donc après ces précisions, discussion donc, sur l'existence en fait d'une volonté séparatiste d'une minorité importante, si je reste sur ce quart par exemple, là qui est décrit, d'une minorité importante de la population musulmane et notamment de ces jeunes générations. Alors, je vais discuter, rapido, à partir de deux points. Je vais dire un petit mot quand même peut-être des travers méthodologiques de ces études-là. Je viens de citer les titres très rapidement. Et j'inclus le rapport de l'Institut Montaigne de 2016 dans cette critique. Et puis, parce qu'il y a des faiblesses méthodologiques qui expliquent aussi un certain nombre de résultats. Et puis, je vais parler de beaucoup d'autres travaux empiriques, académiques, qui disent à peu près le contraire de cette thèse séparatiste et qui, pour ma part, m'inspire beaucoup plus confiance d'un point de vue universitaire sur la façon dont ils sont réalisés. Alors, sur ce qu'on peut pointer peut-être comme faiblesse dans ces travaux académiques, dont je répète qu'ils inspirent beaucoup le monde politique, et qui donc voient une menace séparatiste. D'abord, le fait que ces travaux sont très peu comparatifs. C'est-à-dire qu'on interroge des musulmans
sur leurs valeurs, notamment, sur leur rapport à la France. Mais on ne... Alors ça paraît bizarre, mais on ne les compare pas, la plupart du temps, à des pratiquants d'une autre obédience confessionnelle. C'est bizarre, mais très souvent c'est le cas. Alors ça du coup, ça interroge beaucoup, hein, parce que, alors notamment, il y a une question qui est toujours plus ou moins présente dans ces recherches, qui est, alors, elle peut être tournée un peu différemment, mais qui est, est-ce que, au fond, vous feriez plus confiance aux principes issus de votre religion, aux dogmes, aux lois de votre religion? Est-ce que vous les mettez en priorité, finalement, dans ce qui vous guide, par rapport aux lois républicaines? Alors, chez des jeunes musulmans, notamment, donc chez des musulmans, je vais le dire comme ça, jeunes pratiquants, la réponse est en général oui. À choisir, je fais plus confiance aux lois de ma religion qu'à celles de la République. En tout cas, il pourrait, si je devais faire un choix, il pourrait s'avérer que je choisisse ça. Notamment, c'est quelque chose qui est présent dans l'enquête que j'ai citée, qui s'appelle « La tentation radicale » d'Olivier Galland et Anne Muxel, qui est faite auprès de jeunes lycéens musulmans. Bah oui, mais il se trouve que sur les rares enquêtes comparatives, et notamment celle de mon collègue Vincent Tibéry, qui travaille ici à Sciences Po, et qui est un grand spécialiste de ces questions, qui sont faites, eh bien, et notamment Vincent est en train de faire une étude à Sarcelles, parce qu'il y a une dimension intercommunautaire à Sarcelles, et que justement c'est intéressant d'y faire du terrain, il se trouve que chez des jeunes juifs pratiquants ou catholiques pratiquants, la réponse est exactement la même, et le taux est même plus élevé. Bon, donc, manière de dire, c'est une réponse qui est relativement banale, on va dire, en tout cas répandue, chez des jeunes générations pratiquant assidûment une religion. Et d'ailleurs, elle n'est pas surprenante, au fond, parce que quelqu'un qui est très religieux va considérer que ses ultimes guides et principes moraux sont ceux de la religion plutôt que les lois françaises dont il estime qu'elle peut être tout à fait dévoyée, contraire aux bonnes mœurs, voilà, à ses principes à lui en tout cas. Donc rien vraiment d'absolument nouveau sur ces questions. Mais en tout cas, le problème est quand même que si on ne fait pas d'enquête comparative, alors on essentialise quand même, on considère que les jeunes musulmans seraient les porteurs d'un séparatisme qu'on voit à travers cette réponse, encore faudrait-il discuter ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est quand même importante à noter, c'est que, je ne sais pas comment dire ça simplement, très très souvent, les musulmans qui sont interrogés, et là je ne parle pas de l'enquête de l'Institut Montaigne, qui avait un échantillon relativement représentatif, mais des enquêtes de Gilles Kepel, de Rougier, de Micheron, de Galland-Muxel, ne sont pas n'importe quel musulman, je dirais. Très souvent, alors chez Galland et Muxel, c'est d'ailleurs explicite dans leur méthode, ce sont des musulmans qui habitent des quartiers défavorisés où il y a une forte concentration de population de culture ou de confession musulmane. Mais ça, c'est pas rien, en fait. C'est-à-dire que, en fait, on va analyser les réponses qui sont données comme étant, d'une manière ou d'une autre, interprétables au regard d'une appartenance religieuse. Mais ces réponses, elles pourraient être tout aussi interprétables au regard du fait qu'on habite un quartier de grand ensemble défavorisé. Je ne sais pas si je suis claire là-dedans, mais l'explication ne vient pas forcément de l'obédience religieuse, elle vient aussi d'une certaine position dans la société française, dans la hiérarchie sociale, d'un certain type d'interaction ou de participation sociale dans ces grands ensembles. Et en tout cas, l'hostilité qui peut être manifestée par des jeunes musulmans ou des musulmans de ces quartiers à l'égard de la France, ou la posture critique, elle est sans doute, c'est même sans aucun doute, parce qu'on connaît quand même bien les grands ensembles dans les sciences sociales, partagée par des jeunes qui ne sont pas musulmans dans les quartiers de grands ensembles. D'accord ? Donc ça aussi, c'est quand même un travers qui n'est pas du tout anodin, parce qu'encore une fois, on essentialise là le religieux, alors que c'est la position sociale et l'environnement social qui expliqueraient sans doute beaucoup plus de choses. D'accord ?
je vais passer sur les autres choses, on va dire dans la constitution de l'échantillon, pour m'arrêter sur des critiques qui portent plus sur ce qu'on fait des réponses, en fait, que l'on a dans ces recherches. Il y a un certain nombre de choses qui n'apparaissent pas et qui pourtant permettraient d'interpréter les réponses qui sont données de façon sans doute plus juste et en tout cas plus riche et plus proche de la réalité que d'associer les réponses au fait d'être un jeune musulman rigoriste ou pratiquant. La première chose, c'est que bien souvent dans les études sont négligés un certain nombre de trucs, par exemple le fait que par exemple, chez les lycéens, là qu'interroge Galland et Muxel, le fait qu'ils sont lycéens, justement. Le fait qu'ils sont adolescents. Et qu'être adolescent, c'est avoir souvent une posture assez radicale, assez provocatrice, assez rentre-dedans, un peu violente, et surtout très versatile. C'est-à-dire que photographier une réponse d'un adolescent dans une telle salle de classe à un questionnaire, ça ne peut pas se faire sans oublier que justement c'est un adolescent qui parle. Et on a des réponses qui sont souvent très très tranchées dans le public adolescent, les profs de philo savent ça par cœur, sur la peine de mort par exemple. Voilà. Donc déjà il y a cet élément, c'est-à-dire on a des jeunes gens qui répondent à des questions, le caractère inquiétant éventuellement de certaines de leurs réponses. Est-ce qu'il faut le référer à leurs croyances musulmanes, tout ce que j'ai dit sur l'absence de comparaison, jusque-là, ou est-ce qu'il faut aussi l'entendre à un moment de la trajectoire de vie, de ce qu'on exprime dans cette trajectoire de vie, à ce moment-là, de sa biographie. Voilà, première chose. Ça, c'est très très rarement discuté, en fait. Donc sur l'effet de radicalité des prises de position, puis sur leur versatilité sans doute, sur le degré peut-être non pérenne de ces prises de position. Il y a très peu de suivi de cohorte en fait, il y a très peu d'études longitudinales qui permettraient de retrouver ces lycéens, là ces mêmes lycéens, il n'y en a pas d'ailleurs, interrogés dans 2 ans, 3 ans, pour voir si les positions sont identiques. Donc, une négation de la spécificité de la période adolescente, que pourtant on connaît bien dans sa quête identitaire, dans ses affirmations identitaires. Une faiblesse des indicateurs, souvent, c'est-à-dire que il y a une faiblesse des indicateurs, ça veut dire que sur des faits très peu tangibles, sont produites des interprétations hyper lourdes. Par exemple, dans le bouquin de Micheron, ou des interprétations, en tout cas qui n'engagent que l'auteur sur la base de sa subjectivité. Dans le bouquin d'Hugo Micheron, qui parle du djihadisme, donc il suit différentes vagues de djihadistes en Irak et en Syrie, et il explique à un moment donné que la dernière vague, d'ailleurs la plus jeune au fond, est une vague qui a comment dire ça, était beaucoup plus réticente, je dirais ça, par rapport aux vagues précédentes de djihadisme, quant à la violence du combat, de ce qui leur était proposé comme action. Donc quand ils sont arrivés, ce que ça veut dire, c'est que quand ils sont arrivés sur ces terrains de combat, en fait, ils ont découvert la mort, l'horreur, la torture, et qu'ils n'avaient plus tellement forcément envie d'adhérer à cette cause-là. L'interprétation que fait Hugo Micheron, je le cite, il parle de défilade. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que je peux très bien, moi, dire, en fait, ces jeunes gens qui fantasmaient je ne sais quel combat héroïque, une fois sur le terrain, devant la violence et la cruauté, rentrent en dissonance avec des principes moraux très forts qui font qu'ils ne veulent pas participer à ça. C'est quand même extraordinaire d'analyser ça de manière univoque, ça peut être une hypothèse, mais de l'analyser de manière univoque comme un manque de courage. Bon, il y a plein de choses comme ça. Oui, donc ça, mine de rien, quand même, sur des travaux universitaires, moi, ça me pose question. Et donc il y a plein de choses comme ça où des faits sont quelque part surexploités, on va dire, dans une analyse
pour moi, relève quand même plus d'une subjectivité ou d'une idéologie de départ que d'une proposition d'hypothèse académique, vérifiable. Bon, pourquoi on parlerait de défilade spécifiquement. Autre chose, la négation souvent dans ces recherches du contexte politique dans lesquels se font ces études. Et notamment, on sait très bien qu'un certain nombre de réponses à des questions sur ces aspects de l'islam en France sont, on va dire, très orientées par une volonté de montrer sa désapprobation par rapport à l'islamophobie, par exemple. D'accord ? Donc, notamment, une chose qui a très bien montré ça, c'est qu'en 2010, les renseignements généraux estimaient qu'il y avait à peu près 300 femmes voilées intégralement en France, au moment de l'édiction de la loi. Quelques semaines plus tard, il y en avait plusieurs milliers. D'accord ? Ça montre évidemment une réaction, une volonté de réagir publiquement à ce qu'on considère être une loi injuste. D'accord ? Dans les réponses à des études sur l'islam auprès de musulmans, plus ou moins jeunes, la volonté dans les réponses d'affirmer une critique de la façon dont l'islam est traité en France est évidemment très forte. Ce qui peut beaucoup augmenter, on va dire, l'expression critique, justement, ou la propension à être systématiquement, à se poser systématiquement en opposition à ce qui pourrait être des questions demandant au contraire une proximité avec les valeurs françaises, etc. On va au contraire montrer absolument sa distance. D'accord ? Donc, là aussi, les interprétations qui sont faites, elles ne devraient pas négliger cet aspect contextuel, en fait, cet aspect réactif des questions. Et donc, quelque part, la posture qui est celle des répondants, qui vise aussi à asseoir une critique, exprimer une critique, même si, au fond, la distance à l'égard de la société française est beaucoup plus discutable, complexe, problématique, etc. Bon, juste pour vous donner quelques exemples. Le deuxième point peut-être de discussion qu'on peut avoir, en gardant peut-être ces éléments de méthode en tête, c'est à partir de nombreuses autres enquêtes, même de très nombreuses autres enquêtes de sciences sociales, en regardant de près ce qu'elles racontent. Elles peuvent être quantitatives, elles peuvent être donc statistiques, ou elles peuvent être qualitatives, hein, elles sont de nature différente. Et j'ai peu de temps, mais je voudrais essayer de vous expliquer ce qui en ressort de ces recherches, puisque ce qui ressort de ces recherches, c'est quand même une nuance, on va dire, très, très forte, hein, un bémol très fort par rapport à cette hypothèse de jeunes musulmans qui voudraient faire sécession, se séparer ou en découdre voilà, avec la société française. Alors, ce qui en ressort, donc, incontestablement, c'est une critique forte de la France et ou du monde occidental chez les jeunes musulmans pratiquants aujourd'hui. Alors, sur quoi porte la critique ? En premier lieu, sur l'interprétation de la laïcité que ces jeunes musulmans trouvent abusive ou dévoyée, en tout cas pour eux contraire à la liberté d'expression et propice à étayer l'islamophobie. Première critique, très très fréquente dans les entretiens. Deuxième critique, une critique qui porte sur la non-reconnaissance par la France des méfaits de la colonisation et de la violence coloniale. Ça aussi, c'est très présent dans les entretiens. La persistance du racisme et des discriminations. Et l'idée aussi que le prétendu universalisme républicain, l'idée aussi que cet universalisme est plutôt un registre d'oppression d'autres modèles culturels, d'oppression des minorités. L'idée encore, vous voyez qu'elles sont liées idéologiquement, l'idée encore de la violence qui se perpétuerait contre les pays du Sud de manière générale, donc d'une domination
économiques, idéologiques, culturelles sur les pays du Sud, et puis aussi des critiques sur le matérialisme, l'absence de spiritualité dans le monde moderne, sur les inégalités sociales, etc. Alors, dans ce que je viens de dire là comme critique, vous voyez qu'elle pourrait être attribuée à plein d'autres jeunes que des jeunes musulmans, et peut-être même des moins jeunes. Voilà, ce sont des registres idéologiques dont il faut bien avoir d'abord conscience qu'ils sont plus, j'allais dire universels, pas du tout, mais en tout cas moins minoritaires qu'on ne le laisserait croire si on pensait que seuls les jeunes musulmans expriment ce type de critique-là. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est que ce registre critique, il est quasiment toujours associé à un autre registre, qui est celui de l'exposé des avantages, ou des bienfaits, ou des bénéfices, des atouts de la France. Alors, pour le coup, là, c'est sans doute un registre qui est un peu spécifique aux jeunes issus de l'immigration, par le double regard qu'ils ont entre leur présence en France et les retours nombreux qu'ils font dans leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents. Donc il y a un effet de comparaison, en fait, qui se fait tout simplement. Et chez les jeunes gens interrogés par mes collègues ou par moi-même, très souvent, la critique est associée néanmoins à une mise en avant de ce qu'ils apprécient, on va dire ça comme ça, en France. Et ce qu'ils apprécient en France, c'est la moindre corruption, des rapports de genre plus égalitaires, chez les jeunes femmes qui disent ça, les bienfaits du système de protection sociale et l'efficacité du système sanitaire. Pas tellement la période de dire ça, mais en tout cas, c'est ce qui est présent dans les entretiens. Et puis, ce qu'ils apprécient aussi, si je puis dire, c'est le respect des droits individuels, de manière générale. Là aussi, on peut contester dans la période ce type d'affirmation, mais en tout cas, au regard de ce qu'eux racontent, de leur retour pendant les vacances, par exemple, au pays d'origine, c'est souvent des choses qui reviennent. Donc ça, c'est pas anodin de dire ça. Ça veut dire qu'en matière de séparatisme, s'il y avait une telle hostilité à la société française, il n'y aurait sûrement pas l'existence de ce registre plus positif sur ce que peut apporter ce pays ou ce type de société. Et encore une fois, le registre critique cohabite avec cet exposé aussi de choses plus positives. Donc peut-être première chose pour saper un peu cette idée d'une hostilité dure, cette rébellion idéologique qu'il y aurait à l'égard de la France. Ensuite, les choses qu'on peut regarder sont justement les fonctions de la religion pour ces jeunes gens, en fait. Et est-ce qu'il y a là-dedans matière à fonder une hostilité à l'égard de la société occidentale telle qu'elle est? Est-ce qu'il y a quelque chose de menaçant dans ces aspects? Alors, la première chose à dire, c'est que ces fonctions du religieux, elles sont très diverses. Elles sont mosaïques chez une même personne. Elles sont mouvantes aussi avec le temps et dans les trajectoires d'un même individu. Et elles sont relativement banales, au sens où l'essence sociale des religions montre ça depuis très longtemps. Donc là aussi, ce n'est pas spécifique à l'islam, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles en tout cas. Donc on trouve une fonction de réparation des souffrances, de requalification de soi, de mise en ordre dans des trajectoires personnelles qu'on trouve désordonnées, de rédemption, de profil. Alors, par exemple, c'est le profil de certains jeunes de quartier plutôt engagés dans des carrières délinquantes longues, successful, je dirais. Ils ont un statut élevé, en haut de la hiérarchie du business, la commercialisation de drogue douce par exemple, et qui vont se convertir à l'islam ou se reconvertir à l'islam. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très bien étudié par un collègue qui s'appelle Fabien Truong, qui travaille dans ces quartiers parce que l'exemple d'Amélie Coulibaly l'avait beaucoup marqué, puisqu'il avait ce profil-là
de convertis. Il s'est intéressé à la conversion, au retour vers le religieux de jeunes délinquants, en fait, dans les quartiers. Et ce registre, alors, fort heureusement, l'apocalypse de la violence terroriste n'est pas l'horizon de ces jeunes délinquants de quartier qui se tournent à nouveau vers l'islam, mais par contre, cet aspect d'un épuisement, c'est très épuisant en fait d'être un caïd de la délinquance, parce que c'est très concurrentiel par exemple, très dangereux dans le quartier. Et donc il y a ce que montre bien Fabien Truong, c'est le fait que la religion vient reposer, voilà, une espèce d'arrêt de cette anxiété constamment, du fait qu'il faut maintenir son rang, et qu'elle vient apaiser, qu'elle vient remettre de l'ordre, qu'elle vient justifier un avenir qui sera différent. Donc un registre de requalification de soi qui est, voilà, encore une fois, proche de la rédemption. Donc, il peut y avoir cette fonction. Moi, j'ai pas eu ce genre de profil dans les personnes que j'ai interrogées, mais par contre, plusieurs femmes interrogées qui sont voilées aujourd'hui et qui racontent un passé de prostitution ou de toxicomanie et qui racontent la mise en ordre, à leurs yeux, morale, personnelle, qu'a apporté la religion et la spiritualité. Une autre fonction qu'on trouve très souvent, c'est une fonction, on va dire, alors elle est assez proche, mais en tout cas il n'y a pas forcément la dimension de requalification, mais la dimension d'une quête personnelle, identitaire, on va dire quelque chose qui est autour du développement personnel, trouver plus de bien-être, trouver plus d'apaisement, se sentir moins stressé, échapper à certaines demandes normatives qu'on juge oppressives dans la société, trouver de l'apaisement, de manière générale. Là aussi, les sociologies du religieux montrent bien que depuis les années 70-80, cette respiritualisation des sociétés est en marche. C'est pas du tout, absolument pas du tout lié forcément à l'islam. Hein. Il y a bien d'autres voies de spiritualité qui sont à l'œuvre et qui cheminent chez les populations. On trouve des jeunes musulmans pratiquants qui sont dans cette recherche-là de spiritualité, comme voilà, les mouvements charismatiques, évangélistes, New Age, etc. Tu vois qu'il est 20h20. Ouais, je vais donner... Je finis, en fait. J'ai 2-3 autres choses. J'ai parlé de la fonction critique à partir de laquelle... qui se nourrit du religieux. Ça, c'est une fonction aussi que les jeunes musulmans que j'ai interrogés, mes collègues aussi interrogent dans d'autres études, mettent en avant, c'est-à-dire à quel point les critères moraux qu'ils trouvent dans le religieux leur permettent de prendre de la distance avec des normes de la société par rapport auxquelles ils sont réfractaires. Et notamment, ça produit une critique du capitalisme, par exemple. Voilà, considéré comme un mode d'oppression sociale, un mode diffuseur d'inégalités sociales, très forte. Alors, encore une fois, vous voyez que cette critique, dans son contenu, elle est très... alors, je ne sais pas si elle est assez banale, mais en tout cas, elle est répandue. Sauf que chez les jeunes musulmans, c'est le religieux qui alimente, au fond, cette critique, quand chez d'autres, sont des figures d'ultra-gauche, etc. Et puis, il y a une fonction qui était celle de la réactivité au stigmate, on va dire. Donc, plus l'islam est déconsidéré en France pour les jeunes musulmans qu'on interroge, plus il y a l'envie chez eux de revendiquer cette identité pour contester les amalgames faits, l'atteinte à la liberté d'expression individuelle, aux libertés de croyance individuelle. C'est une fonction réactive, identitaire. C'est pas qu'on n'est pas sincèrement croyant, c'est que, qui plus est, on souhaite affirmer visiblement cette croyance-là, par exemple dans son vêtement et dans ses prises de position. Et puis, il y a quelque chose qui nous a au départ un peu surprise avec Laetitia, mais parce qu'on n'avait pas assez lu de travaux internationaux, en tout cas sur cette question. Il y a de plus en plus aussi dans le religieux une recherche
d'une critique de l'intérieur. Alors là, je vais parler plutôt en 2 secondes des jeunes femmes musulmanes qu'on a rencontrées, pour lesquelles il est nécessaire de réformer quelque part une lecture des textes religieux qui aurait été sous l'emprise des hommes jusqu'à présent et qui aurait justifié une longue histoire patriarcale et de domination masculine. Autrement dit, à leurs yeux, la façon dont, culturellement, disent-elles, les hommes maghrébins, arabes, etc., auraient assis leur position de domination en passant par le religieux, cette façon-là, elle doit cesser. Et il appartient aux jeunes musulmanes aujourd'hui de reproposer de l'intérieur, à partir des textes, une critique, une autre interprétation. Et au fond, alors c'est le propre du féminisme musulman, c'est de dire que la religion peut avoir une fonction d'émancipation, en fait, féministe, d'émancipation de la domination masculine. Et tout ce travail de réinterprétation des textes religieux, il est à leurs yeux d'autant plus important que quelque part, il est indiscutable.